même s'il a parfois prétendu l'être. Mais l'impératrice est convaincue que Dieu le lui a envoyé pour sauver son fils. En dehors du cercle étroit des intimes, la maladie d'Alexeï est soigneusement dissimulée et le couple impérial cache ses inquiétudes dans le tourbillon des réceptions officielles. Cette obligation de sauver les apparences est très lourde à porter. Nicolas et Alexandra veillent à protéger leur vie privée. Ils n'aiment rien tant que la vie de famille, loin du formalisme de la cour. Nicolas adore la vie au grand air, le patinage, le tennis. Il s'adonne volontiers à des jeux de bal ou à des courses avec les officiers de sa garde. Mais sa véritable passion, c'est la photographie. Il pouvait inlassablement photographier et refotographier les membres de sa famille. Ces milliers de photos gentiment classées dans des albums ont traversé toute la durée du régime soviétique et sont soigneusement conservées dans les archives de Moscou. Les contemporains de Nicolas II disaient que s'il n'avait pas été tsar, il aurait pu faire un très bon photographe. Voici des photographies de l'inauguration de la cathédrale Féodorovski. Et ça, c'était leur jeu préféré, faire des montagnes de neige. Chaque soir, c'était son moment préféré. Il s'asseyait pour trier, coller ses photos et les légender, avec toute sa famille autour de lui. Automne 1912. Nicolas part avec les siens en vacances loin de Saint-Pétersbourg, au château de Spala en Lituanie, autrefois chasse royale des souverains de Pologne. Le vaste parc se prête aux activités de plein air, mais Alexeï est rarement autorisé à y participer. Toutefois, son père l'emmène parfois canoter sur le lac. Dans une de ces occasions, il se tord le pied en sautant dans le canot et tombe. Une hémorragie se déclare aussitôt. De graves saignements à une jambe, au nez. On fait venir des docteurs de la capitale, mais il se déclare impuissant. Les saignements ne peuvent être arrêtés. Et Raspoutine est loin, là-bas, chez lui en Sibérie. Comme si souvent dans ces moments de désespoir, Nicolas écrit à sa mère. Le pire moment a été entre le 6 et le 10 octobre. Le pauvre chéri a terriblement souffert. Des spasmes de douleur qui revenaient tous les quarts d'heure. J'avais du mal à supporter de rester dans la pièce, mais il fallait bien que je relaie Alix, épuisé à le veiller toutes les nuits. Pour la première fois depuis la naissance d'Alexeï, des bulletins officiels vont donner des informations sur la santé du tsarevitch, reconnaissant qu'il est sérieusement malade. Alexandra, désespérée, fait télégraphier à Raspoutine pour qu'il rentre de Sibérie. La réponse arrive par retour, également télégraphiée. Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières. Ne vous affligez pas, votre petit ne mourra pas. Ne laissez pas les médecins trop le harceler. Le lendemain de la réception de ce télégramme, l'hémorragie s'arrête. Pour Alexandra, c'est très simple, il y a eu un miracle. À partir de cette date, le pouvoir de Raspoutine sur l'impératrice ne fera qu'augmenter.
Février 1913, la dynastie des Romanov célèbre son 300e anniversaire à la tête de l'Empire russe. C'est l'occasion pour la famille impériale d'entreprendre un grand voyage à travers le royaume qui les amène à Moscou au mois de mai. La procession était dirigée par le tsar et la tsarine, racontera un témoin. Et j'ai été surprise de voir que la tsarine était plus grande que le tsar et d'une certaine façon plus imposante. Les fastes et les splendeurs du tricentenaire cachent mal la réalité. La succession au trône est menacée. L'héritier légitime n'est pas complètement rétabli. Partout, pendant les défilés et les cérémonies, on le voit porté par un garde. La vérité ne peut plus être cachée au peuple. Au début de l'été 1914, le yacht impérial apparaît pour sa traditionnelle croisière annuelle. Ce seront les dernières vacances tranquilles de Nicolas et Alexandra. Le 28 juin 1914, un coup de pistolet tiré à Sarajevo sur l'archiduc Ferdinand d'Autriche va mettre le feu à toute l'Europe. Le jeu complexe des alliances risque de déclencher une inévitable cascade d'ultimatums. Si les choses s'enveniment entre la Serbie et l'Empire autrichien, la Russie sera forcée de voler au secours de ses traditionnels alliés slaves, et l'Allemagne pourra entrer en guerre contre la Russie et satisfaire son désir d'expansion vers l'Est. Poussé par Guillaume II, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet, l'Allemagne à la Russie le 1er août. C'est une véritable guerre fratricide. Guillaume II est le cousin germain d'Alexandra et un cousin plus éloigné du tsar. Nicolas II ne pouvait croire en 1914 qu'une guerre pourrait éclater en Europe. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Guillaume était dans une pièce voisine quand Nicolas s'est déclaré à Alexandra. Et jeune homme, Guillaume avait lui-même été amoureux d'Alexandra. Il lui était difficile de croire que son cher cousin Willy allait délibérément engager une guerre qui bouleverserait l'Europe. Mais les liens familiaux ne comptent plus devant l'intérêt des empires. Les deux cousins seront bientôt des deux côtés d'un profond fossé. Et le peuple russe va bientôt soupçonner l'épouse adorée du tsar d'être une espionne allemande, source de tous les malheurs du pays. Mais pour l'instant, la passion patriotique est au sommet. Le lendemain de la déclaration de guerre, la foule se presse devant le palais d'hiver. Les gens portaient le portrait du tsar et des croix. Les réservistes avaient sorti leurs uniformes de la naphtaline et tout le monde chantait « Dieu sauve le tsar ». C'était l'hymne officiel. Nicolas apparaît au balcon. Il est bouleversé. Pendant 20 ans de règne, il a rêvé en vain de cette communion avec le peuple russe. Et voilà qu'il l'obtient parce que le pays entre en guerre. Un télégramme arrive peu après, envoyé de Sibérie par Raspoutine. Empêche papa de faire la guerre.
La guerre serait la fin de la Russie et votre fin. Tout le monde périra. En le lisant, le tsar éclate en sanglots. Puis il donne l'ordre de mobilisation générale. Les gens avaient amené des icônes avec lesquelles ils touchaient les roues des wagons. Tout le monde pleurait, et nous, les soldats, on se disait que nous n'avions encore rien vu de la vie et que nous allions mourir. La dernière guerre disputée par la Russie 10 ans auparavant s'était terminée par une défaite et le spectre de la révolution. La police secrète, l'Okhrana, se méfie. Les adversaires de la guerre sont exilés en Sibérie. À la Douma, les députés bolcheviques essaient de dresser l'Assemblée contre cette guerre à laquelle le pays n'est pas préparé. Ils sont accusés de trahison et emprisonnés. Face à l'armée allemande moderne et bien équipée, les troupes du tsar, bien que plus nombreuses, ne sont pas compétitives. Pour les commander, Nicolas a nommé son oncle, le grand-duc Nikolaï, espérant peut-être que sa grande taille en ferait un grand général. L'empereur était le plus petit de toute la lignée des Romanov. Il avait malheureusement hérité des gènes maternels, alors que du côté de son père, tous les grands-ducs mesuraient entre 1,90 m et 2 m, il faisait moins d'1,70 m. Ma grand-mère, sa cousine germaine, m'a raconté qu'il lui avait dit « Qui peut accepter les ordres d'un nain ?» Mais quelles que soient ses inquiétudes et ses doutes personnels, le tsar, loin du seigneur, entend faire son devoir et il parcourt le front pour remonter le moral de ses troupes. Les patriotes refusent que la capitale porte plus longtemps un nom à consonance germanique et l'on décide de rebaptiser Saint-Pétersbourg Pétrograd. Les nouvelles du front ne sont pas brillantes. Les troupes russes remportent quelques succès contre les Autrichiens, mais elles sont sévèrement battues par l'armée allemande.